Oui, alors, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, chacune d'entre vous et chacun d'entre vous, donc selon où est-ce que vous vous situez, bon, c'est un bonjour ou un bonsoir. Alors, moi, je suis Sylvain Bélanger, je suis Canadien. Je vais quand même régulièrement en Europe depuis plusieurs années pour proposer des enseignements sur les thérapies intuitives de façon globale. Alors, la conférence d'aujourd'hui va vous avoir pour objectif d'un petit peu de vous présenter un peu ce que c'est que l'enseignement que je propose, mais également, évidemment, de vous présenter l'intuition dans un contexte où on cherche à le moderniser, c'est-à-dire à le regarder avec un regard moderne, puisque la physique quantique, évidemment, est quelque chose qui est assez récent, mais qui permet d'expliquer beaucoup de phénomènes autour de l'intuition. Alors, j'avais envie de vous proposer une petite présentation à ce sujet-là pour vous amener peut-être à avoir une vision différente sur le monde subtil, les chakras, l'énergie, bon, tous ces phénomènes-là qu'on associe souvent d'une façon depuis des années, un petit peu à l'ésotérisme, à quelque chose d'incompréhensible, et que finalement la physique quantique nous permet maintenant d'arriver à avoir une compréhension sans doute beaucoup plus proche de la réalité, d'enlever un petit peu cette aura mystère qui était autour de ces habiletés-là. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, donc, moi, je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 ans, donc j'ai été longtemps considéré comme un médium. J'ai ensuite développé ma propre approche qui s'appelle l'écoute imaginaire. Et finalement, bon, avec le temps, bon, j'ai développé une nouvelle façon d'appeler le développement intuitif qui s'appelle la pleine conscience intuitive. J'y reviendrai évidemment. Ça fait 15 ans que j'enseigne et évidemment, j'ai également écrit plusieurs ouvrages sur les thérapies intuitives. Donc voilà pour ma présentation. Pourquoi finalement que je suis en mesure de vous parler de l'intuition et de la thérapie quantique. Alors d'abord, un petit mot sur l'intuition. Moi, j'ai commencé donc il y a 25 ans passé à peu près avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui est un Américain. Et ensuite, j'ai suivi d'autres formations avec d'autres guérisseurs qui m'ont donc finalement amené à constater que par l'expérimentation, parce que ces enseignants-là avaient vraiment une volonté de faire expérimenter des techniques qui ne nous expliquaient pas comment ça fonctionnait, mais que finalement, pour moi, ça a été assez facile à développer. J'ai donc constaté qu'il était facile pour moi de développer ces habiletés intuitives-là. Par contre, j'avais autour de moi des gens qui suivaient le même enseignement et qui avaient de la difficulté. Alors, ça m'a amené donc à tout doucement à me questionner, à savoir si c'était moi qui étais spécial ou c'était finalement les autres qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que les autres, ou est-ce que c'était simplement un problème d'enseignement, c'est-à-dire d'éducation, c'est-à-dire quand est-ce que si on arrive à comprendre les mécanismes permettant le développement de l'intuition en chacun d'entre nous, est-ce que c'est possible de parvenir à chacun d'entre nous de le développer? Alors, c'est le défi que je me suis lancé, moi, à ce moment-là, et c'est qui m'a amené à développer l'écoute imaginaire, qui m'a amené ensuite à développer la pleine conscience intuitive. Alors, c'est cette espèce de volonté que j'avais d'expliquer, de comprendre comment on pouvait parvenir à développer les habiletés intuitives telles que la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling. Donc, vous voyez un peu tous les grands volets du développement intuitif m'intéressaient. Et j'ai donc après le développé, et évidemment, par la suite, à vouloir comprendre comment il fonctionnait. Et la grande conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que chacun d'entre nous possédons ce que j'appelle l'imaginaire. L'imaginaire, évidemment, c'est pas imaginer quelque chose simplement, mais c'est d'utiliser l'imaginaire comme un moyen de voyager. Alors, si par exemple, moi, je décide de voyager vers mon genou, je vais déplacer ma conscience pour porter mon attention vers mon genou. Alors, pour arriver à faire cela, je vais donc devoir utiliser l'imaginaire pour voyager de ma conscience de la tête vers mon genou. Et si je porte ma conscience vers mon genou, je vais capter des images, des sensations et des mots. La beauté de ces perceptions-là que je vais capter du genou, c'est que ces perceptions-là vont finalement, dans un premier temps, me montrer des images, des sensations et des mots. Et si je prends le temps de questionner ces perceptions imaginaires-là, je vais constater qu'elles sont en mesure de me répondre. Un peu comme s'il y avait un genre de dialogue dans le silence. Comme si finalement mon corps avait la capacité de communiquer avec moi. Alors, quand on commence à découvrir ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut vraiment établir des relations, des discussions véritables avec notre corps, comme si notre corps avait un souhait, un désir de nous transmettre de l'information pour qu'on soit plus en harmonie avec nous. Alors, quand il y a des endroits de notre corps qui ne sont pas équilibrés ou en harmonie, c'est comme si notre corps avait le désir de nous faire mention que nous avions une désharmonie à certains endroits et qu'un travail peut être effectué pour parvenir donc à faire un travail là-dessus. Donc, c'est intéressant donc de pouvoir constater ça simplement, que vous pourriez faire un jeu, parce que au départ, vraiment, c'est vraiment très simple, de simplement porter notre attention vers un genou, par exemple, ou une région de votre corps avec laquelle vous avez envie de communiquer.
et de simplement constater qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être déjà intéressant, puis ça peut être des prémices pour vous de découvrir comment on peut arriver à développer la perception intuitive. Donc ça, c'était la première chose, évidemment, c'est qu'on peut donc le faire sur soi et on peut découvrir que dans cette façon de voyager à l'intérieur de nous-mêmes, on peut capter des informations qui concernent la santé énergétique, la santé psychologique et la santé spirituelle. Mais ça, je vais y revenir tout au long de la conférence. Alors là, je suis en train un petit peu d'introduire le sujet. Ensuite, évidemment, l'autre aspect qui est finalement encore plus fantastique, pourrait-on dire, qui est perçu du moins par la population comme étant un peu fantastique, un peu mystérieux, un peu spécial, c'est quand on se dit capable de percevoir chez une autre personne ce qui anime son champ énergétique. C'est-à-dire qu'on est capable de percevoir ses chakras, son aura, capable de percevoir les mémoires qui animent son champ énergétique. On devient un peu plus spécial. Quand on dit qu'on communique avec des guides ou qu'on collabore avec des entités spirituelles, bon, etc., on se retrouve dans une situation, on est souvent mis sur un piédestal. On est souvent comme perçu comme quelqu'un qui a une certaine évolution, un certain cheminement spécial, qui est vraiment particulier. Et ça aussi, évidemment, je l'ai vécu, puisque après, pendant toutes ces années-là, évidemment, j'ai été longtemps identifié comme étant quelqu'un qui faisait de la médiumnité, qui communiquait avec des guides, etc. Et évidemment, cette position-là m'a amené aussi à un questionnement, à savoir qu'est-ce que c'est exactement que tout cela. Alors, encore là, dans ma volonté de comprendre les processus intuitifs, évidemment, j'ai constaté que tout le monde avait le talent ou l'habileté potentielle à développer cette capacité de se relier à une autre personne et de pouvoir lire le champ énergétique d'une autre personne. Encore une fois, il suffisait simplement de voyager avec le super imaginaire. C'est-à-dire que moi, je pouvais porter mon attention vers le genou de mon partenaire pourrait être vous, par exemple, et je vais donc pouvoir justement porter mon attention vers mon partenaire, vers la région de mon partenaire qui est son genou, et je vais constater qu'en faisant cela, par le biais de mon imaginaire, je vais constater que j'ai comme un genre de pont de conscience que j'établis avec mon partenaire, et ce pont de conscience-là va faire que des images, des sensations ou des mots vont se manifester à moi. Alors, si je prends le temps de décoder ce qui est là, donc de prendre le temps de décrire ce que j'observe, ce que je vois, entends ou ressens, et que je prends le temps de questionner ces perceptions-là, je vais encore découvrir la même chose que ce que j'ai découvert quand je le fais sur moi, c'est que finalement, il y a une forme de sagesse, une forme d'intelligence qui est présente dans le genou de mon partenaire, et c'est comme si mon partenaire était en mesure de me communiquer des informations sans que lui-même s'en rende compte. C'est un peu comme si mon corps, le corps de mon partenaire, n'était pas un corps fait de chair et d'os uniquement, il était fait d'une conscience énergétique. Une des premières choses finalement qu'on peut finalement dire par rapport à la physique quantique, qui était déjà intéressant en soi, c'est qu'à un moment donné, on a dit, mais non, le corps n'est pas fait de chair et d'os. Bien évidemment, il est fait de chair et d'os. Je m'excuse, on va s'entendre là-dessus. Ce que je veux vous dire, c'est que le corps est fait de chair et d'os, mais en même temps, il est fait aussi d'une énergie. Cette énergie, finalement, quand on commence à se rendre compte de ça, on se rend compte d'une chose, c'est que le corps physique que nous ne sommes pas un corps qui est fermé à la réalité extérieure. Ça, c'est la physique quantique qui a bien mis en évidence ça, alors que pendant longtemps, on a cru que le corps physique était fait de chair et d'os. Bon, on avait des relations avec le système immunitaire, bon, il y avait des virus, toutes sortes de choses qui pouvaient se manifester du monde extérieur. Mais on n'avait pas reconnu qu'on était une antenne, en quelque sorte, capable de vibrer aux énergies cosmiques d'une façon constante et continue. Aujourd'hui, avec la physique quantique, on a bien reconnu cette réalité-là, qu'on est donc des systèmes ouverts. Un système ouvert, ça veut dire quoi? Moi, je suis un système. Mon corps physique est en quelque sorte un système physiologique, et ce système physiologique-là, finalement, reçoit de la Terre un champ électromagnétique. On a démontré, un professeur allemand qui s'appelle Schumann a démontré que la Terre produisait un champ électromagnétique. Alors, ça veut donc dire que moi, quand je marche sur le sol, je suis en train de recevoir, à mon insu, sans que je m'en rende vraiment compte, une certaine énergie que la Terre me produit pour moi, finalement. C'est-à-dire que cette énergie-là, tellurique de la Terre, elle va me donner, quelque part, un certain apport énergétique qui va me permettre de me syntoniser à mon rythme biologique et me permettre de me syntoniser au rythme de la Terre également pour qu'il y ait une forme d'équilibre et d'harmonie. Alors, quand on est un thérapeute intuitif, on peut très bien observer justement en soi ou chez un partenaire cette relation qu'on a avec la Terre. D'ailleurs, une pratique très importante dans la guérison, et que moi-même j'enseigne aussi, qui s'appelle l'enracinement, qui consiste simplement à développer justement cette conscience que je suis en relation avec le sol. Et de quelle façon je vais faire ça? Vous le devinez peut-être. C'est par l'imaginaire. C'est-à-dire que si moi je veux me syntoniser à cette énergie de la Terre, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement porter mon attention, mon outil imaginaire, de façon
à descendre dans le sol pour aller puiser cette énergie de la Terre et la faire remonter vers mes pieds, et ainsi de suite. Donc, vous comprendrez que lorsqu'on commence à comprendre que ça se fait à travers le monde imaginaire, ce processus intuitif-là, on commence à comprendre que ça devient un jeu où j'apprends moi-même à constater que mon corps physique est une matière bien dense, bien terrestre, mais qu'au-delà de cette matière bien dense et bien terrestre, je peux me prolonger ma conscience par le biais de mon imaginaire qui va me permettre donc de constater que je peux donc me syntoniser au champ électromagnétique de la Terre et augmenter ma capacité à recevoir cette énergie tellurique de la Terre et donc finalement favoriser un plus grand équilibre en mon être. C'est ça un peu l'objectif de cette relation qu'on va effectuer avec l'énergie de la Terre. Donc ça, c'est un premier élément intéressant, c'est que les chamans avaient compris, il y a très très longtemps, que la Terre produisait une certaine énergie. Ils proposaient la pratique de l'enracinement depuis très 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 longtemps. Par contre, on a toujours perçu ça un peu comme de l'ésotérisme. Même il y a 25 ans passés, quand je recevais cet enseignement-là, je me disais, OK, l'énergie de la Terre, ça m'apparaissait un peu bizarre. Mais aujourd'hui, avec la science, avec les découvertes qui ont été faites, on reconnaît l'intelligence de la pratique chamanique qui avait donc reconnu que la Terre produisait une certaine énergie et que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes capables, par le biais de notre imaginaire, de nous syntoniser à cette énergie-là, puisqu'il faut comprendre que l'imaginaire, c'est une façon de prolonger ma conscience pour me syntoniser à un champ électromagnétique. C'est un peu comme si mon champ électromagnétique, à moi, pouvait se prolonger par ma conscience et me syntoniser donc au champ électromagnétique que la Terre pouvait produire. Vous comprendrez ici qu'on devient conscient à ce moment-là qu'en tant qu'être humain, nous devenons en quelque sorte une antenne énergétique capable de se syntoniser donc au champ électromagnétique de la Terre. Ça, c'est une première chose qui est quand même intéressante à comprendre par rapport à cette notion que dans la pratique chamanique, on enseigne bien que pour devenir intuitif, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va travailler cette présence d'énergie de la Terre pour qu'elle puisse circuler d'une façon progressive jusqu'au chakra du cœur en général. L'autre élément important aussi dans la pratique chamanique, c'est qu'on dit que l'énergie cosmique produit donc une certaine énergie. Et que cette énergie, évidemment, ben nous, encore là, par notre capacité à être une antenne, on est capable de se syntoniser à cette énergie cosmique-là. Encore là, ça fait ésotérique il n'y a pas plus de 20 ans, 20-25 ans. Aujourd'hui, maintenant, évidemment, je peux vous dire qu'effectivement, la science a démontré cette réalité-là. C'est-à-dire qu'un physicien qui s'appelle le physicien Pop a mis en évidence que les cellules du corps étaient capables d'absorber les photons du soleil. Les photons, c'est de la lumière. C'est les particules de la lumière que le soleil produit. Alors, quand moi, je suis au soleil, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que le soleil produit de la lumière, et puis moi, mes cellules de mon corps, sans que je m'en rende compte, vont se syntoniser à cette énergie lumineuse-là, vont absorber la lumière que le soleil me donne et vont réémettre de la lumière. Ce qui est intéressant avec ce physicien-là, c'est qu'il est un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, en se disant, cette respiration biolumineuse, on pourrait l'appeler comme ça, qui s'effectue, mais cette respiration biolumineuse, qu'est-ce qu'elle produit? Ben, elle produit un champ énergétique. Et lui, il était plus loin, il développait un appareil qui permettait donc de mesurer ce rayonnement ultra ténu des cellules, donc un rayonnement très très faible, donc, et qui était mesurable par des appareils très 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 sensibles. Et il a donc réussi à démontrer effectivement qu'il y avait un champ électromagnétique, un champ énergétique, un champ biolumineux qui s'extériorisait de notre corps. Donc, ça devient très intéressant parce qu'encore une fois, ça nous amène d'une part à reconnaître que la pratique chamanique avait compris qu'on avait une relation avec la Terre et le ciel qui était importante, puis en plus, que cette relation avec la Terre et le ciel permettait à notre corps de pouvoir justement produire une certaine énergie qui émanait de nous-mêmes et qui était en quelque sorte l'aura, ce qu'on appelle l'aura d'une façon plus ésotérique. Alors, c'est quand même intéressant de constater cela parce que ça veut donc dire justement que le chamanisme avait déjà compris énormément de choses qui n'étaient pas démontrables scientifiquement, bien évidemment, mais aujourd'hui, on est capable de pouvoir constater que c'est une réalité. Ce qui est intéressant dans cette recherche-là que ce physicien-là a démontré, c'est qu'il met bien en évidence que l'aura n'est pas une structure énergétique extérieure de notre corps. C'est quelque chose qui fait partie de notre corps et qui finalement est un reflet de l'activité cellulaire qui est en soi. Donc, c'est très intéressant comme réflexion parce que ça veut donc dire que quand moi je regarde le champ énergétique d'une personne, bien évidemment, ce que je vais regarder dans ce champ énergétique-là, c'est l'émanation des organes, le rayonnement ultra ténu des cellules et des organes dont le corps se compose. Ça veut donc dire que si je vois des manques énergétiques dans l'aura d'une personne, ben je peux conclure que la région associée à ce manque énergétique-là est une zone de friction, une zone de tension.
une zone où l'énergie ne circule pas adéquatement dans le champ énergétique de cette personne-là. Ça veut donc dire que je peux, hein, évidemment, en allant un peu plus loin, comprendre évidemment que si cette personne-là ne fait pas un travail sur cette région-là du corps, bien évidemment, elle pourrait donc affaiblir de plus en plus l'organe en question et éventuellement favoriser la maladie. Ce qui veut dire quoi aussi? Ça veut donc dire que quand on dit par exemple qu'un guérisseur ou un thérapeute intuitif est capable de voir la maladie avant même qu'elle s'installe, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on est capable de percevoir le champ énergétique d'une personne, donc le rayonnement biolumineux des cellules du corps, et on est donc capable, avant même que la maladie s'installe, de constater qu'il y a des zones de faiblesse, de fragilité, des zones de friction, des épuisements énergétiques qui s'effectuent et qui vont éventuellement, si notre partenaire ne fait rien, ben, il va inévitablement faire que l'organe, s'il devient de plus en plus faible, ben, il va être de moins en moins capable de faire son travail. C'est pour ça qu'un thérapeute intuitif ou un guérisseur peut être capable, si c'est intuitif, le guérisseur, peut être capable de percevoir, justement, de reconnaître ces zones de faiblesse-là et de pouvoir même prévoir certaines maladies, puisqu'évidemment, le potentiel est là. C'est-à-dire que si une personne a une faiblesse énergétique dans un organe très précis et que la faiblesse est assez importante, on peut facilement déduire que la personne a donc un risque très élevé qu'une maladie puisse s'installer. Donc, évidemment, l'objectif de ça n'est pas de prédire la maladie, mais de la prévenir. Vous comprendrez la différence, bien évidemment. Alors, donc, quand on est dans une démarche de thérapeute intuitif ou de soignant, on cherche évidemment donc à donner à notre partenaire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse justement favoriser la santé. Donc, notre capacité à percevoir le champ énergétique d'une personne va nous aider justement à évaluer les zones de faiblesse qui existent dans son champ énergétique et ensuite, bien évidemment, on va pouvoir poser des actions pour rétablir cela. Si je le fais sur moi, c'est-à-dire que je voyage dans mon champ énergétique et que j'observe que mon champ énergétique a des zones de faiblesse dans mon corps, c'est bien évident que l'objectif que j'aurai, ce sera de soigner ces régions-là pour favoriser une circulation énergétique optimale et faire en sorte que mon champ énergétique soit le plus puissant possible. Donc, vous comprendrez que déjà, on comprend un peu mieux que ce que la thérapie quantique vient faire dans l'intuition, c'est-à-dire qu'elle nous permet de donner un cadre beaucoup plus rigoureux, je dirais, à la compréhension des phénomènes que l'on observe. Alors donc, si on comprend déjà un petit peu les choses, pour faire un petit résumé de ce que je viens de vous donner comme information, c'est que dans la pratique chamanique, on parlait donc d'une pratique qui s'appelle l'enracinement, qui est une technique qu'on pouvait qualifier d'ésotérique pendant un long laps de temps. Et aujourd'hui, on constate que ma capacité à me relier à la Terre et au ciel, c'est simplement une capacité que j'ai en tant qu'antenne, antenne électromagnétique que je suis, de pouvoir me syntoniser aux fréquences électromagnétiques de la Terre et celles du ciel. Et que si je suis capable de faire cela, je vais donc augmenter ma conductibilité dans mon corps et faire en sorte que mon énergie va devenir de plus en plus circulante et harmonieuse dans mon être. Ma respiration biolumineuse va devenir de plus en plus équilibrée également. Donc, comprenez que la pratique d'un enracinement est une technique toute simple, mais qui est une technique fort intéressante, puisqu'elle nous permet de nous rappeler justement que nous ne sommes pas faits que de chair et d'os, et que nous avons justement, comme dans une forme d'hygiène, à nous rappeler chaque jour que nous avons à faire un travail de réceptivité plus grande par rapport à l'énergie tellurique de la Terre et celle du ciel pour favoriser une santé optimale. Et qu'en faisant ce travail-là par rapport à l'enracinement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier la Terre et le ciel dans mon cœur. Si je fais ça, mon cœur va devenir justement amplifié par la présence de ces deux énergies-là, ce qui va faire que mon système immunitaire, à mon sens à moi, mon système immunitaire va devenir plus sensible. Le cœur va devenir plus sensible aussi. On sait que le cœur, on localise dans le cœur maintenant une forme d'intelligence que l'on n'avait pas reconnue jusqu'à maintenant. On appelle ça un peu l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que plus mon cœur devient sensible, plus j'ai une conscience de mon cœur, plus je suis capable de faire confiance à des perceptions intérieures que j'ai en moi, que je ne ferais pas confiance, je n'avais simplement qu'une intelligence mentale. L'intelligence mentale du cerveau, c'est celle qui cherche à raisonner, qui cherche à réfléchir, qui cherche effectivement à avoir un discours mental. Alors que quand je suis dans mon cœur, j'ai un discours qui est plus intuitif, qui est plus sensible, qui est plus à l'écoute de mon corps. Et cette intelligence-là, effectivement, elle est reconnue aujourd'hui comme étant très importante. On attribue à cette intelligence émotionnelle-là le bonheur. Et on reconnaît que les gens qui sont heureux sont des gens qui ont une capacité de se syntoniser entre le cœur et le cerveau, à favoriser une communication entre les deux. Et alors cette communication-là, évidemment, de quelle façon qu'elle se fait? Mais à travers le développement du cœur. C'est-à-dire que plus mon cœur est ouvert, plus je parviens justement à me rendre réceptif à une forme de compassion, à une forme d'amour que j'ai pour moi et pour les autres, plus on constate effectivement que ce processus-là va favoriser cette communication entre le cœur et mon cerveau, et plus il va y avoir des conditions favorables
au bonheur. On appelle cela la cohérence cardiaque. À ce moment-là, quand on arrive à sentir que le cœur et le cerveau sont en synchronicité, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et il y a des appareils maintenant qui permettent d'observer la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on évalue le rythme du cœur, évidemment, et quand on a une cohérence cardiaque, on peut observer comme une forme de vague très harmonieuse dans le battement du cœur. Ça indique justement que notre cœur est dans un processus d'adaptabilité. Il n'est pas dans un processus de tension, il est capable de s'adapter à la vie. C'est ce qui fait qu'on est dans le bonheur. C'est ce qui fait qu'on est dans une position où on n'est pas dans le conflit. Il n'y a pas de problème. On est capable de s'adapter aux situations de la vie, tout en étant capable de s'affirmer et de prendre des décisions, mais en gérant justement bien le stress qui peut être associé à tout cela. Donc, vous comprenez bien ici que la pratique de l'enracinement, qui est une technique toute simple, a plusieurs avantages. Donc, d'une part, se relier à l'énergie de la Terre, se relier à l'énergie du ciel, favoriser le développement au niveau du cœur, favoriser donc la cohérence cardiaque, qui est un élément fort important au niveau de la santé. Moi-même, j'ai un appareil qui s'appelle le Cardium, qui est un appareil qui mesure la cohérence cardiaque, mais qui fait aussi par logique, pourrait-on dire ça comme ceci, des mesures des organes et des chakras. Et on peut arriver donc assez rapidement à évaluer que lorsqu'on a une tension au niveau du cœur, mais cette tension-là, évidemment, va avoir une incidence sur tous les organes du corps, sur tous les chakras aussi. Et à ce moment-là, évidemment, on peut mesurer, évaluer, identifier les zones de faiblesse du corps. Alors évidemment, moi, j'utilise cet appareil-là pour comparer les perceptions intuitives de mes étudiants, pour les confronter, pour les amener à faire une réflexion. Alors, je trouve ça intéressant, mais c'est pour mettre en évidence, encore une fois, que plus le corps est en santé, plus cette pratique de l'enracinement est efficace, plus on travaille sur le cœur, plus on optimise nos capacités d'être en santé, puis plus on est capable aussi de se mettre dans une position où l'énergie vitale que l'on utilise, elle est bien gérée, elle est bien utilisée. Et plus on utilise bien notre énergie vitale, plus on est en santé et moins notre corps va vieillir rapidement. Plus on va être capable justement de demeurer dans une position où on va rester relativement en santé, même si notre âge avance, bien évidemment. Mais on peut avoir un corps qui va être beaucoup moins vieux que d'autres gens qui auraient, par exemple, notre même âge, mais qui auraient été dans le stress permanent et perpétuel. Vous voyez? Alors, c'est ça un petit peu l'intérêt de ça, c'est vraiment de travailler sur la prévention. Et évidemment, dans le travail intuitif, le cœur est une zone hyper importante pour favoriser le développement de l'intuition. Je pense que le système immunitaire a un rôle à jouer, que le cœur, dans le contexte de l'intelligence émotionnelle, a également un rôle à jouer. C'est-à-dire que quand on prend conscience, justement, que cette zone du cœur devient plus active, c'est comme si notre champ énergétique devenait plus sensible, on devenait plus capable de se syntoniser à nous-mêmes ou de se syntoniser à un partenaire. C'est-à-dire que ma capacité de jouer avec le monde imaginaire que je vous décrivais tout à l'heure devient plus facile. Parce que c'est un peu comme si on était vraiment connecté avec une forme d'intelligence universelle qui nous relie, qui est plus facilement accessible parce qu'on est relié à la Terre et au ciel et on amplifie notre champ énergétique. On est vraiment on est en train de surfer, pourrait-on dire, avec l'univers. Et dans cette idée de surfer, l'univers, effectivement, nous donne une plus grande capacité à se synthétiser à son intelligence, à la conscience intelligente de l'univers, ce qui va faire que quand je me mets en relation avec un partenaire, ça va être beaucoup plus facile pour moi de le faire parce que justement, je vais être vraiment connecté avec cette forme de sagesse universelle de la vie qui va faire que quand je vais mettre de la lumière dans le genou de mon partenaire, par exemple, je vais être capable beaucoup plus facilement de recevoir des informations. Alors, vous voyez, c'est ça un petit peu qui est un peu comme, qui est assez intéressant comme base. En tous les cas, déjà, on comprend que le travail intuitif nous fait comprendre justement que l'intuition, c'est pas juste comme quelque chose comme un accident qui nous arrive, hein. C'est quelque chose qu'on peut vraiment arriver à développer. On a déjà compris que pour le développer, la pratique de l'enracinement pouvait être une excellente pratique. On a compris également que la cohérence cardiaque pourrait être une excellente pratique également. Donc, vous avez déjà des éléments intéressants. Et on comprend que par le biais de l'enracinement, le fait que le cœur devienne plus actif, que notre conscience du cœur devienne plus active, on favorise la cohérence cardiaque, mais aussi on va favoriser évidemment cette capacité de pouvoir justement voyager en soi ou voyager vers un partenaire pour être capable de capter des informations. Alors maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion concernant la physique quantique, alors j'ai dit que le Soleil produisait donc de la lumière et que cette lumière-là, effectivement, était absorbée par les cellules de notre corps qui ensuite allaient réémettre de la lumière. Ça, c'est une première chose. Il faut savoir que cette lumière-là, maintenant, qui est absorbée par les cellules, va être donc emmagasinée par l'ADN, qui va finalement ensuite donc travailler sur les gènes et tout ça. Alors maintenant, il y a des recherches qui mettent en évidence que les gènes, on pensait que le bagage génétique était quelque chose un bagage justement mémoriel, c'est-à-dire c'était quelque chose de figé, c'est-à-dire qu'on avait un bagage, on naissait avec un certain bagage génétique.
Les recherches actuellement mettent en évidence que ce qu'on croyait être quelque chose de figé ne l'est peut-être pas. Ça veut donc dire justement que ce qui semble finalement être un bagage de naissance héréditaire, mais à quelque part, selon nos croyances, selon nos pensées, selon notre façon de gérer notre vie, il va y avoir des transformations, des adaptabilités qui vont se faire, qui vont faire que ce bagage génétique-là peut se transformer. C'est drôlement intéressant. Et ça rejoint tellement bien, encore une fois, ce que la tradition chamanique pouvait exprimer. Parce que dans la pratique chamanique, ce qu'on dit, c'est que le champ énergétique, en le modifiant, en travaillant dessus, on peut faire des déprogrammations, on peut libérer à quelque part un être humain. Dans les traditions indiennes aussi, on parlait de karma, qu'on pouvait libérer le karma dans certaines traditions, etc. Donc, il y a un certain regard que la science actuellement est en train d'amener, qui nous rappelle inévitablement les traditions anciennes. Donc, ce qui est intéressant dans cette notion justement de comprendre que l'ADN, à quelque part, les gènes sont donc finalement modifiables, ça veut donc dire effectivement qu'on peut, à travers notre voyage intérieur, nous mettre en relation avec la lumière de notre corps, la lumière que les organes émettent, que les cellules émettent aussi. On peut concevoir qu'à travers ça, on peut donc avoir des actions sur l'énergie vitale, sur la lumière qui anime notre champ énergétique, et quand on effectue un travail sur cette lumière-là, bien évidemment, et qu'on l'augmente, bien peut-être effectivement que cette lumière-là va donc avoir une incidence sur le bagage génétique. Un autre élément quand même qui est fort intéressant, je pense, concernant cette notion du bagage génétique, c'est que quand on observe un champ énergétique d'une personne, on va donc voir un champ énergétique, une certaine lumière. On pourrait dire que notre corps est animé par une lumière. C'est ce qu'on appelle l'aura. Et on a vu que l'aura est finalement un reflet de nos cellules. C'est déjà intéressant en soi parce que ça nous permet donc de pouvoir faire un travail sur le potentiel de santé de nous-mêmes ou d'un partenaire. C'est déjà assez exceptionnel. Maintenant, si on commence à porter de l'attention sur cette lumière qui anime un individu, on découvre que cette lumière-là est animée d'une conscience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la lumière n'est pas de la pure lumière. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, j'ai une certaine lumière, mais que si je prends le temps de communiquer avec elle, je vais découvrir qu'elle a une conscience. Elle a une conscience qui peut être reliée à des expériences de vie. Par exemple, j'ai vécu un traumatisme de l'âge de 8 ans, ben je pourrais me mettre en relation avec ce traumatisme-là de l'âge de 8 ans, et la lumière qui anime cette expérience-là, quelque part, ben, elle serait colorée par l'idée que j'ai vécu un traumatisme. C'est-à-dire que quand je regarde le champ énergétique d'une personne, quand moi j'ai commencé ma pratique, par exemple, je voyais énormément de personnages dans les champs énergétiques. J'étais beaucoup moins attentif au fait qu'il y avait de la lumière ou de l'énergie qui émanait d'une personne. J'étais beaucoup plus confronté à des personnages qui s'animaient dans le champ énergétique de la personne et je ne comprenais pas très bien ce que c'était. Et j'ai compris avec la pratique, avec le temps, que ces énergies-là, c'était de la mémoire. C'était simplement des programmations que l'on avait dans notre champ énergétique et que l'on traînait avec soi à notre insu. Alors, quand on parle d'un bagage génétique, quand on parle des gènes, dans mon sens à moi, on parle également de cette mémoire qui anime le champ énergétique. C'est-à-dire que mes cellules de mon corps vont absorber de la lumière et émettre de la lumière. Et en plus de ça, elles vont donc, dans l'émission de la lumière, possiblement, transmettre une information de mon expérience de vie. C'est-à-dire que moi, j'en reçois de la lumière pure, je pourrais la prendre pure et l'accueillir, puis faire en sorte qu'elle soit pure dans mon corps. Sauf que comme j'ai une conscience, j'ai des blessures, j'ai un tas de choses, la lumière que je vais recevoir, que les cellules vont capter, vont peut-être effectivement être colorées par la conscience mémorielle de mes expériences de vie que j'ai pu vivre, par exemple. Ce qui va faire que la lumière ne va pas se libérer, ne va pas circuler librement dans mon corps, elle va plutôt être programmée par les expériences que moi-même j'ai vécues. Alors, si j'ai vécu un sentiment d'être victime à l'âge de 8 ans, ben, cette lumière-là, quelque part, quand elle va absorber certaines régions de mon corps qui sont en relation avec ces mémoires-là, ben, elles vont activer ces mémoires-là, les rendre encore plus denses, les plus actives, en fin de compte, comme si elles nourrissaient en quelque part ces expériences-là. Et ce, tant et longtemps que moi-même, je ne serai pas conscient de l'expérience mémorielle qui est là et que je ne ferai pas un travail de déprogrammation que j'appelle moi. Alors, si vous voulez bien, on va aborder un peu ce sujet-là de la déprogrammation. Alors, vous comprendrez encore une fois que, à la lumière donc de la physique quantique, on peut comprendre que donc le corps est énergie et on peut comprendre aussi que dans ce corps énergétique-là, il y a des mémoires qui animent ça. Il y a des recherches dans la physique quantique qui tendent à dire que le champ énergétique, que notre cerveau en fait, serait non localisé, c'est-à-dire qu'il ne serait pas dans notre tête, il serait finalement un peu partout dans notre corps. Donc déjà, ça rejoint complètement cette notion de champ énergétique. Autre aspect intéressant, ce qu'on dit, c'est que dans
ce cerveau délocalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas localisé dans notre tête, on peut constater qu'il y a comme des potentiels virtuels qu'on dit. Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que notre corps serait comme un hologramme et que finalement, toutes les possibilités mémorielles, par exemple, je pourrais avoir un potentiel futur devant moi. Ce potentiel futur-là, bon, j'aurais peut-être 1 million de possibilités. Ben, dans mon champ énergétique, je pourrais me retrouver avec ces 1 million de possibilités-là, potentiellement présentes dans mon champ énergétique. Qu'est-ce qui va faire que je vais choisir une possibilité parmi les millions de possibilités qui sont là? C'est simplement une question, on pourrait presque dire ça comme ceci, de préférence. Une préférence inconsciente. C'est-à-dire que moi, je pourrais préférer inconsciemment ou consciemment que j'aurais envie de prendre telle voie plutôt qu'une autre. Et tout ça se fait naturellement, c'est-à-dire que ça ne se fait pas dans un processus de réflexion intellectuelle. C'est un peu comme si, à quelque part, notre champ énergétique était comme une antenne et cette antenne-là pouvait se mettre à vibrer plus fortement selon la conscience qui va valoriser une voie plutôt qu'une autre. Ça veut donc dire que moi, quand je regarde le champ énergétique d'une personne, que je commence à regarder sa conscience, ben je peux voir donc une certaine somme d'informations qui peuvent animer son champ énergétique. Et cette certaine somme d'informations psychiques qui peuvent être présentes, d'événements, etc., qui sont associés à son expérience de vie, ben, inévitablement, va influencer mon partenaire dans une certaine direction ou une certaine autre. Et que moi, si je commence à faire un travail d'interaction avec son champ énergétique à cette personne-là, que je commence effectivement à faire un travail de décodage intuitif, que j'essaie de faire des actions énergétiques, je vais voir cette tendance-là prendre forme. C'est-à-dire que je vais voir quelle est la tendance que mon partenaire souhaite prendre, inconsciemment. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est possible qu'elle ne soit pas une bonne direction. Sauf que les préférences que le champ énergétique de mon partenaire possède vont l'amener dans une certaine voie. Alors moi, mon rôle, évidemment, en tant que conseiller intuitif, ça va être d'observer justement que si cette personne est en train de prendre une mauvaise voie, de lui en informer, et peut-être justement de faire un travail de déprogrammation pour amener notre partenaire à son essence fondamentale, c'est-à-dire à l'expression pure d'elle-même, à se rapprocher de la lumière, à éviter donc de finalement nourrir les programmations, mais à ramener la personne à sa lumière pure. C'est un peu l'objectif qu'on va faire aussi dans un travail intuitif et de déprogrammation. Je vais vous présenter un peu ce que c'est maintenant que la déprogrammation. C'est que dans ma pratique, je constatais que lorsqu'une personne venait me voir, je vous l'ai dit tantôt, je voyais plein de personnages et je ne prends pas de médication. Donc ces personnages-là, effectivement, qui animaient le champ énergétique, quand je commençais à interagir avec ces mémoires-là, ce que je constatais, c'est que ces mémoires-là, par exemple, une personne pouvait se retrouver devant moi, une personne de 50 ans, par exemple, et quand je regardais son champ énergétique, je pouvais voir des mémoires d'un enfant de 8 ans, par exemple, qui pouvait être présent dans son champ énergétique. Quand je prenais le temps d'interagir avec cette mémoire-là, je constatais que cette mémoire-là de 8 ans fonctionnait comme si elle avait encore 8 ans. Comme si elle avait la même souffrance que ce qu'elle avait vécu à l'âge de 8 ans, et elle avait donc les mêmes programmations associées à cela, les mêmes blessures, qui faisaient que mon partenaire qui avait 50 ans pouvait avoir un comportement d'un enfant de 8 ans dans certaines circonstances dans sa vie. Alors, vous comprendrez ici que, à mon avis, ce que j'ai compris, j'ai ressenti qu'il fallait faire, c'était d'interagir avec cette mémoire-là. Donc, en utilisant mon imaginaire, je pouvais donc aller voyager, aller visiter cette mémoire-là très précisément, un peu comme si, dans son champ énergétique à cette personne-là, elle avait plusieurs espaces, plusieurs chambres, et que dans une chambre, il y avait cette mémoire-là de l'enfant de 8 ans, et que moi, je pouvais rentrer dans cette chambre-là et interagir avec cette mémoire-là de façon à l'équilibrer, de façon à interagir avec elle pour lui donner tout ce qu'elle avait besoin pour qu'elle ne soit plus dans sa souffrance ou dans sa blessure. Et qu'est-ce qui est merveilleux dans tout cela? C'est qu'en effectuant ces actions-là, je constatais que cette mémoire-là se transformait, se libérait, se dégageait, et qu'en plus de cela, elle me montrait comme un genre de potentiel, le potentiel évolutif de mon partenaire. C'est-à-dire que derrière la souffrance de l'enfant de 8 ans se cachait une énergie, une ressource que mon partenaire n'avait pas réussi à accueillir ou à intégrer dans sa propre vie, puisqu'il était trop identifié à l'expérience douloureuse de l'âge de 8 ans, et qu'en libérant l'expérience de 8 ans, il pouvait redevenir finalement conscient de ces capacités-là qu'il avait, mais qu'il n'avait pas été en mesure d'intégrer. Et là, le fait qu'il puisse l'intégrer, bien évidemment, amener une transformation, un processus de transformation qui peut lui permettre justement de se réapproprier une certaine énergie vitale aussi qu'il ne pouvait pas gérer autrement. Alors, vous comprendrez ici donc que ce travail de déprogrammation permet justement de travailler sur tout ce potentiel génétique, pourrait-on dire. On peut envisager ça, on peut
mettre une hypothèse qu'il est possible d'envisager que par la déprogrammation, on peut donc faire des changements dans la conscience de l'être humain et que ce changement-là pourrait l'amener effectivement à modifier son bagage génétique, à modifier donc ce bagage génétique-là pour qu'il puisse donc s'aligner à son essence fondamentale et favoriser un mieux-être dans tous les aspects de sa vie. On pourrait facilement envisager une chose pareille. Et c'est ça que moi, j'aimais comme hypothèse. Alors évidemment, moi, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est de le vérifier, donc de commencer effectivement à comprendre quelque part qu'il n'y a rien de figé. Alors, on a longtemps pensé que tout était figé, que tout était fait d'une certaine façon dans notre santé. Et là, on commence vraiment à prendre conscience que tout ce qui semblait être programmé, pourrait-on dire, est quelque chose qui finalement ne l'est pas. Et c'est ça la beauté de la physique quantique, c'est qu'elle a vraiment amené une lumière de chaos, je dirais, dans notre vision du monde, parce qu'on avait toujours l'impression, nous, qu'on était dans un monde de matière terrestre. On avait donc des structures qui étaient très figées dans le temps, le bagage génétique, etc., notre hérédité, c'était tout qui était figé. Et là, on découvre finalement que tout ça n'est pas figé, que tout ça est en mouvement. Et dans ce sens-là, évidemment, quand on commence à regarder le champ énergétique, notre champ énergétique ou son partenaire, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, tout ça est en mouvement perpétuel. Et que quand on regarde un état énergétique d'une personne, on doit se rappeler que cet état énergétique qu'on observe est un état énergétique qui est en mouvement. Et que, évidemment, si je dis à une personne, par exemple, vous avez un chakra qui est fermé, votre chakra du cœur est fermé, par exemple, ce que je suis en train de lui faire croire, c'est que son chakra du cœur est fermé et qu'il le sera toujours, à moins qu'elle fasse quelque chose. Et le quelque chose, souvent, qu'on va lui proposer, c'est de lui dire, regarde, je vais te faire un soin, je vais t'ouvrir ton chakra du cœur, tout va aller mieux. Mais vous comprendrez ici que le problème que l'on retrouve en faisant cela, c'est qu'on dit à une personne, tu as le chakra du cœur fermé, je vais le réouvrir, puis tout va bien aller. On oublie l'élément fondamental. C'est-à-dire que si moi, je dis que mon partenaire a un chakra du cœur qui est fermé, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de dire, ben voilà, tu as une porte, la porte est fermée. On va le rouvrir, puis elle va rester ouverte. Supposons par contre que, au niveau de la conscience, moi, je refuse qu'elle reste ouverte. C'est-à-dire que moi, en tant qu'intervenant, je fais un effort pour ouvrir la porte de mon partenaire, mais mon partenaire, lui, inconsciemment, dit non, je ne veux pas qu'elle s'ouvre. Donc, j'ai beau, moi, l'ouvrir, mon partenaire va la refermer systématiquement. C'est ça un peu quand on parle de la conscience qui influence les gènes. C'est-à-dire que dans mon champ énergétique, j'ai des programmations énergétiques et psychologiques qui sont là et qui vont m'empêcher d'accueillir la vie en moi, d'accueillir la lumière en moi d'une façon. La lumière pure, je vais pas l'accueillir facilement parce que mes blessures, mes programmations vont m'empêcher d'être complètement lumineux. Alors, plus je commence à devenir conscient de cela, plus je commence à comprendre que si je veux faire un travail sur le chakra du cœur, par exemple, comme exemple, d'ouvrir le chakra du cœur de mon partenaire, je vais d'abord comprendre pourquoi son chakra du cœur est fermé, d'une part, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il a besoin mon partenaire pour favoriser une déprogrammation, c'est-à-dire pour déprogrammer la mémoire qui empêche ce chakra du cœur d'être ouvert, puis ensuite de faire des actions énergétiques pour redonner de la lumière. Pour redonner de la lumière, maintenant que j'ai déprogrammé, c'est de donner de la lumière pour amener une transformation. En faisant cela, ben, il y a de fortes chances, évidemment, que j'arrive à des résultats beaucoup plus intéressants, parce que je ne suis plus à ce moment-là le guérisseur qui guérit tout. Hein? Je suis justement l'intervenant qui amène mon partenaire à devenir conscient de ce qui anime comme qu'est-ce qui anime comme perturbation, à être capable donc que mon partenaire devienne conscient donc de la raison d'être de ces perturbations-là, de pouvoir participer au travail de déprogrammation que je vais faire avec lui, et ensuite évidemment de pouvoir accueillir l'énergie, puis peut-être même pouvoir lui proposer des techniques de soins pour qu'il apprenne lui-même à faire un travail énergétique pour favoriser donc cette transformation de façon plus importante. Donc, vous comprendrez évidemment que cette notion de physique quantique met en évidence qu'on ne peut pas simplement dire à quelqu'un « couche-toi sur la table, je vais te faire un soin et tout va bien aller, après ça, tout va bien aller ». Parce qu'on oublierait à ce moment-là cette fameuse notion de conscience programmée qui anime notre être, qui finalement concerne la pensée, les énergies psychiques qui se sont construites dans notre champ énergétique. Et quand je nais, moi, par exemple, sur Terre, ben, ce que je dois comprendre, c'est qu'à la naissance, je me retrouve dans une position où je vais donc être en résonance avec l'histoire de ma mère, l'histoire de mon père. Donc déjà, au niveau de mes gènes, je vais donc avoir une certaine charge émotionnelle, charge énergétique qui va être présente, qui va être là. On sait aussi que ce système ouvert que nous avons peut résonner avec des niveaux de conscience plus élevés.
Par exemple, je pourrais très bien me reconnaître que je puisse raisonner avec des mémoires, par exemple, de mes ancêtres. Non pas juste de ma mère, de mon père, mais aussi de mes ancêtres. C'est-à-dire que les gènes, les informations que mes parents vont me transmettre à travers justement l'acte de conception pourraient très bien m'amener justement à développer une reconnaissance d'un bagage plus lointain que celui de mes parents. Je pourrais aussi constater qu'en termes d'antenne, comme je suis un système ouvert, je peux raisonner avec des univers mémoriels qui sont à des niveaux des fréquences très élevées, donc on pourrait penser que justement je peux raisonner avec des mémoires d'autres vies. Hein, c'est-à-dire que l'histoire de l'humanité existe depuis très très longtemps. Les mémoires qui animent cette humanité-là, ben, on pourrait penser qu'il existe un univers, une dimension, hein, dans laquelle toutes ces mémoires-là se retrouvent et que moi, en tant qu'antenne, je peux vibrer à tout instant avec cet univers-là. On sait, avec la physique quantique, qu'on a bien mis en évidence que cet univers quantique n'est pas animé par le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace-temps. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi un guérisseur, par exemple, ou un intuitif, moi je fais régulièrement des consultations intuitives à distance, que ce soit par téléphone ou par Skype, par exemple. Alors, mes étudiants le font aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là qui ne savaient pas comment le faire au départ, ont développé une habileté à le faire. Ça veut donc dire justement que par le biais de l'imaginaire, on peut voyager. Voyager, c'est-à-dire que je peux faire une consultation à quelqu'un qui est en Chine, par exemple, et il n'y a pas de souci. À part, évidemment, qu'il y a peut-être une heure qui est différente en Chine qu'au Canada, par exemple, ou même si je vais en France, il y a 6 heures de différence, donc je dois tenir compte de ça. Mais sinon, je peux très bien faire une lecture à distance sans aucun problème à un partenaire. Donc, vous voyez que l'espace-temps n'existe pas. L'autre aspect qui est important aussi de la physique quantique qu'ils ont observé, c'est que le passé, le présent et le futur ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On peut donc... Et ça encore là, c'est intéressant parce qu'un thérapeute intuitif, qu'est-ce qu'il fait? Quand une personne vient me voir, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui parler de son passé. Je vais lui parler de son présent. Et je vais lui présenter son potentiel futur. C'est-à-dire que le potentiel futur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon partenaire, s'il est complètement perturbé, par exemple, dans son champ énergétique actuellement, je le vois, je pourrais, en regardant son potentiel de perturbation, lui parler de son potentiel futur en lui disant, ben voilà, considérant les perturbations qui sont dans ton champ présentement, ben la logique, c'est que ça amène tel problème. C'est logique. Tu es perturbé là. Donc, à partir du moment que tu es perturbé là, on peut vraiment voir la continuité des perturbations qui vont amener dans le futur des événements qui vont entraîner des problèmes de santé, des problèmes X et des problèmes Z. Alors, vous comprenez que c'est tout à fait logique cette façon de faire-là. Quand on commence à regarder le champ énergétique d'une personne et qu'on parle de son passé, qu'on déprogramme son passé, on influence sur son présent. Et si on influence son présent, on influence son potentiel futur. Donc, son potentiel futur devient différent. Donc, vous voyez que la notion de destinée, à ce moment-là, ne tient pas la route. C'est-à-dire que la destinée, oui, bien sûr, il y a des éléments qui sont figés dans notre inconscient, peut-être à un niveau plus élevé que d'autres. Et évidemment, ces éléments figés-là peuvent effectivement entraîner une forme de voie du futur un peu plus qui serait plus ferme, pourrait-on dire. Mais fondamentalement, moi j'aime croire qu'il est possible de faire un travail de déprogrammation pour justement avoir une action sur un individu pour que son futur puisse s'harmoniser de plus en plus fortement dans sa propre vie. Et je pense que c'est ça qui est la beauté justement des recherches que la physique quantique nous propose, c'est de bien mettre en évidence à quelque part que ce que le thérapeute intuitif effectue, c'est une forme de thérapie quantique dans lequel, évidemment, il est en quelque sorte une antenne qui va se syntoniser aux énergies électromagnétiques que l'être humain qui est devant lui va lui transmettre. Il va être capable, sans s'en rendre compte trop, à se syntoniser à ces énergies électromagnétiques-là, être capable de les décoder, de comprendre leur message, d'être capable de les identifier dans le corps aussi, de pouvoir ensuite faire un travail de déprogrammation, qui est une façon de soigner, hein, où on déprogramme, où on donne au corps ou au champ énergétique de notre partenaire ce dont il a besoin. On peut le faire évidemment sur soi. Et ensuite, évidemment, la technique de soin, évidemment, qui est une transmission d'énergie, une transmission d'information, parce qu'en physique quantique, on parle d'information. L'information, qu'est-ce que c'est? C'est un apport énergétique qu'on donne à quelqu'un. Alors, quand on fait un soin énergétique, bien évidemment, on donne de la lumière. C'est-à-dire que moi, en tant que soignant, si je me syntonise à la terre et au ciel, ben, je deviens un être plus lumineux. J'accumule de la lumière. Et cette accumulation de lumière fait que je vais être capable de transmettre de la lumière vers mon partenaire. Et si je transmets de la lumière vers mon partenaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc amplifier son champ énergétique d'une lumière, et cette lumière-là va lui permettre justement de l'accueillir, cette lumière-là. Maintenant, cette lumière-là, est-ce qu'il va l'accueillir adéquatement?
ben, vous l'avez compris, si moi je suis complètement convaincu que je ne mérite pas la lumière, bien évidemment, j'aurai des réactions inconscientes à mon insu qui vont faire que je vais empêcher cette lumière de circuler adéquatement. Donc encore là, si je suis capable de faire du décollage intuitif et de la déprogrammation, je vais pouvoir aider mon partenaire beaucoup plus efficacement. Et si je fais un travail sur moi et que je constate que j'ai de la difficulté à recevoir d'énergie dans mon corps parce que je ne suis pas réceptif dans cette région-là, je vais faire un travail donc de décodage et de déprogrammation pour me rendre de plus en plus réceptif et faire en sorte que mes cellules de mon corps, les régions de mon corps qui ont de la difficulté à absorber la lumière, vont pouvoir l'absorber plus efficacement. Alors vous voyez, c'est un peu cela qui est l'intérêt, je dirais, d'une démarche de thérapeute intuitif, c'est qu'il s'avère que le thérapeute intuitif est véritablement une expression, je dirais, de ce qu'on pourrait qualifier de la thérapie quantique. On est vraiment un thérapeute quantique, puisqu'on utilise justement énormément de façons que la thérapie quantique propose, hein, comme si on regarde les appareils en thérapie quantique qu'on retrouve dans le commerce, les appareils qui font des mesures énergétiques et qui font des soins, on va constater que qu'un thérapeute intuitif qui est capable de faire des soins va exactement faire la même chose. Et peut-être d'une façon encore plus intelligente, parce qu'évidemment, on n'est pas une machine. On est capable donc de vraiment se mettre en relation avec la vie de l'individu, être capable de se syntoniser à lui, etc. Donc, il y a quelque chose de fort intéressant dans cette démarche-là. Alors moi, j'ai un appareil de photographie Kilian, par exemple, qui est un appareil qui mesure les méridiens d'acupuncture, qui est un appareil que j'avais acheté une vingtaine d'années, peut-être une dizaine d'années, peut-être plus, là, je ne sais plus exactement, que j'ai beaucoup utilisé pour faire des mesures avec mes étudiants, pour les amener à développer un discernement. J'ai l'appareil Cardium, qui est un appareil de mesure quantique également, qui favorise donc une mesure de la cohérence cardiaque, mais qui permet donc de faire des mesures des chakras et des auras. Et encore là, je cherche justement à faire des comparaisons, des évaluations comparatives entre les perceptions que je peux faire, celles de mes étudiants et ces appareils-là, pour amener donc un sens critique, amener le discernement chez mes étudiants. Je crois que c'est important, évidemment, de parvenir à ne pas se laisser aller plus loin, finalement, plus loin que simplement se contenter de. Parce qu'en thérapie intuitive, souvent, il y a des gens qui se contentent de peu. Et puis moi, mon objectif, c'était vraiment d'arriver à proposer des enseignements qui permettent vraiment aux gens de vraiment développer une maîtrise, pourrait-on dire, de leur outil intuitif, tant pour eux-mêmes que pour leur pratique professionnelle. C'était un peu l'objectif que je m'étais fixé finalement dans la démarche. Alors maintenant, on va regarder un peu les applications de cette pratique intuitive, toujours en tenant compte donc du modèle quantique, et progressivement donc de vous présenter un petit peu de quel est le contenu des formations, justement, en vous présentant un peu les éléments qui vont faire partie justement d'une bonne lecture intuitive, pourrait-on dire. Donc, je reviens un peu à ce que je vous disais tantôt concernant l'aspect énergétique. Alors, l'aspect énergétique, c'est ce fameux aura dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est bien évident que quand on commence à se regarder nous-mêmes ou regarder un partenaire, on va donc se mettre en syntonie avec justement cette espèce de rayonnement biolumineux au niveau cellulaire qui va faire que justement on va pouvoir évaluer le potentiel santé d'une personne. C'est-à-dire que si une personne se présente devant moi et que son champ énergétique est plein de manques, il y a plein de congestion, je vois qu'il y a plein d'éléments de régions du corps où le rayonnement énergétique ne s'effectue plus, c'est évident que que dans un premier temps, je vais pouvoir déjà évaluer que les zones où le rayonnement énergétique ne s'effectue pas, il y a des chances que ce sont des zones de friction assez importantes qui sont associées à des symptômes de maladie ou de la maladie même, déjà. Donc, vous comprenez évidemment que juste en faisant cette action de lire le champ énergétique d'une personne, on peut déjà donc identifier des zones de perturbation dans le corps, puis par la suite, bien évidemment, par le décodage intuitif, de comprendre la raison d'être de ces problèmes-là, tant au niveau énergétique, donc de comprendre que les organes peuvent avoir des problématiques énergétiques. Dans la pratique intuitive, moi, j'ai identifié 7 états psycho-énergétiques qui passent de l'équilibre à l'épuisement. Alors, ça nous permet donc, dans un travail intuitif, d'arriver à identifier justement le niveau énergétique de l'organe, parce qu'évidemment, on peut percevoir l'organe, donc on a déjà une idée de comment l'organe se manifeste. Donc, juste par le savoir, pourrait-on dire, on peut déjà arriver à une compréhension, comparer ce qu'on observe avec le savoir de ces 7 états-là, donc déjà nous permet d'avoir une petite information. Ensuite, par les actions énergétiques qu'on va effectuer, puisque dans la pratique intuitive, ça devient un peu comme un jeu imaginaire qui s'effectue, c'est-à-dire que si moi je perçois un foie très congestionné chez mon partenaire ou envers moi-même, ben, il y a des techniques qui vont exister
évidemment le transfert d'énergie que je vais pouvoir appliquer sur moi ou vers mon partenaire, mais je vais pouvoir aussi utiliser des techniques comme la chirurgie énergétique dans laquelle je vais imaginer encore une fois mon prolongement de mes mains pour faire des actions. Je peux faire aussi de la miniaturisation, c'est-à-dire me miniaturiser pour rentrer à l'intérieur de l'organe. Je peux également utiliser des techniques telles que l'accueil, qui est une très belle technique qui pour moi est en quelque sorte le pouvoir de l'amour, hein? C'est-à-dire que j'apprends à utiliser le pouvoir de l'amour de mon cœur pour accueillir une région qui est perturbée et de voir et la beauté de la chose, c'est que quand on utilise l'amour, on constate que la région ou l'organe, s'il est très perturbé, par exemple, il va y avoir beaucoup de réactions inconscientes, des réactions émotionnelles, des réactions énergétiques, comme si le corps n'était pas capable, lorsqu'il est dans un état de fragilité ou de perturbation, n'était pas capable d'absorber l'énergie d'amour, n'était pas capable d'accepter justement que l'énergie d'amour pouvait être présente. Pourquoi? Parce qu'il y a de la souffrance, il y a des blessures. C'est comme si le corps me disait, j'ai besoin de cet amour-là, mais il faut que je me libère d'abord de ces tensions, de ces blessures, de ce qui me fait mal. Donc, évidemment, encore une fois, en utilisant ces techniques-là, on va donc faire des actions de soins, des actions thérapeutiques, mais évidemment, en combinant le décodage intuitif et la déprogrammation, on va donc pouvoir travailler sur une lumière, qu'on va libérer la mémoire, la programmation de la lumière pour qu'elle devienne de plus en plus lumineuse et qu'on arrive à être capable de partager à notre partenaire de plus en plus la compréhension de la raison d'être du problème. Alors, si je le fais sur moi, même chose, je vais pouvoir arriver à cette compréhension-là d'une façon beaucoup plus importante. Alors, vous voyez qu'on a des techniques de soins qui sont proposées justement pour travailler sur les organes plus particulièrement et pour favoriser donc la santé en tenant compte justement que chaque organe, même si on parle de santé, par exemple, si quelqu'un a une maladie, par exemple, associée à un organe, dans la pratique intuitive, nous, on part du principe, évidemment, que cet organe-là est animé d'une perturbation énergétique et est animé, donc, d'une perturbation psychologique. Donc, l'énergie qui est perturbée a une conscience, et dans la conscience, il y a donc une émotion, des blocages, des perturbations, des événements de la vie qui ont pu, effectivement, provoquer cette perturbation-là, et en devenant conscient de tout ça, on va aider notre partenaire ou nous-mêmes à pouvoir faire un cheminement dans cette voie-là. Donc ça, c'était donc le premier enseignement, en fin de compte, qui est proposé dans le cadre des formations que j'enseigne, c'est vraiment d'apprendre donc à utiliser ces techniques-là, décodage, déprogrammation et des techniques de soins telles que je viens de vous les proposer, tant sur vous-même que vers un partenaire. Suite à ça, il y a donc des enseignements qui sont proposés sur les chakras. Alors encore là, dans la pratique intuitive telle que je l'ai conçue, j'ai voulu à quelque part que vous arriviez à avoir une boîte à outils. La boîte à outils, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est qu'on a plusieurs techniques dans la boîte à outils. Et selon notre problème énergétique ou psychologique sur lequel on travaille, on va avoir envie de fouiller dans notre boîte à outils pour essayer diverses choses. Pour se dire, ah, ça n'a pas fonctionné avec telle technique, je vais peut-être essayer telle autre technique, et ainsi de suite. C'est un peu comme s'il y avait une porte d'entrée qu'il fallait prendre le bon angle pour entrer dans la porte d'entrée. Et cet angle-là, c'était les techniques, les outils qu'on en avait. Alors, les techniques pour équilibrer les chakras sont une série d'outils, justement, qui vont, par exemple, il y en a une qui est d'ouverture, ouvrir et fermer une zone, tout simplement. Alors, ça reste tout simple quand on dit ça, mais moi, je vous invite à essayer, faire sur les 7 chakras, ouvrir, fermer. Soyez attentifs aux images, sensations et mots. Vous allez peut-être constater que pour un chakra, c'est très facile, un autre, c'est super difficile, un autre, c'est difficile de fermer, un autre, c'est difficile d'ouvrir, ainsi de suite. Donc, ça veut donc dire qu'une technique toute simple comme ça nous met en contact avec notre capacité lumineuse, biolumineuse, de pouvoir justement se rendre malléable. C'est-à-dire que cette lumière-là, lorsqu'elle est bien équilibrée, ben, l'ouverture et fermeture va bien se faire, parce que ça veut donc dire que les cellules de mon corps sont capables d'absorber la lumière, fermer, et capables de remettre la lumière, ouvrir, et que dans ce processus-là de respiration biolumineuse, il n'y a pas de problème, tout se fait harmonieusement. Alors ça, c'est dans un état d'équilibre. Par contre, on va voir que quelquefois, le corps, la région, va avoir des difficultés à ouvrir ou fermer, et c'est des indices de déséquilibre qu'on va prendre le temps, évidemment, de questionner par le décodage intuitif, de déprogrammer et de soigner, donc de faire des actions pour équilibrer le chakra en question, pour favoriser une circulation optimale dans les chakras. Alors, si cette circulation optimale se fait dans les chakras, il faut comprendre qu'un chakra, qu'est-ce que c'est? C'est l'émanation d'une glande endocrine et d'une série d'organes qui ont une certaine fréquence commune au chakra et qui vont finalement donc collaborer les uns avec les autres. Et que le chakra, lorsqu'il est perturbé, ben, ça peut être un indice que la glande endocrine est perturbée, mais aussi la coordination entre les organes associés au chakra en question aussi. Donc, vous comprendrez ici que ça a l'air de rien tout ça, mais finalement, quand on apprend justement à comprendre toute cette logique-là, on approfondit notre compréhension de la santé, on est capable de mieux comprendre ce que nous, on a, ce qu'on peut avoir comme problématique, on apprend mieux
travailler sur soi. Et évidemment, sur un partenaire, si on a le souhait de travailler sur un partenaire, on apprend évidemment à mieux comprendre également le travail que l'on peut effectuer avec lui. Donc ça, c'est un élément très intéressant que le travail sur les chakras. Il y a donc 5 ou 6 techniques différentes pour travailler sur les chakras. Vous avez ensuite la psycho-énergétique des chakras et la multiconscience thérapie. Donc la psycho-énergétique des chakras, c'est que dans ma pratique, j'ai constaté qu'il existait une typologie dans les chakras. Une typologie, c'est que selon qu'un chakra était dominant ou très peu dominant, un individu a une certaine particularité psychologique qui en ressortait. Alors moi, j'ai donc développé 49 dynamiques psycho-énergétiques associées donc à cette typologie-là. Et évidemment, cet enseignement-là, des 49 dynamiques, nous permet de beaucoup mieux comprendre l'individu qui se trouve devant nous, ou beaucoup mieux nous comprendre nous-mêmes. Parce qu'on comprend que selon chaque chakra a 7 états potentiels, donc on arrive justement, par notre décodage intuitif, à comprendre où est-ce qu'on se situe dans chacun des chakras, où est-ce qu'on situe notre partenaire dans chacun des chakras, et on arrive donc à comprendre la composante de la personnalité de cet individu-là, et donc de comprendre ses contradictions, ses problématiques, etc. Et la multiconscience thérapie va nous permettre justement de pouvoir voyager dans chacun des chakras de nous-mêmes ou de notre partenaire pour constater que dans chacun des chakras, nous avons des composantes distinctes. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je travaille sur un partenaire qui a un chakra racine perturbé, ben, le chakra racine est en relation avec le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un individu qui est capable de construire dans la matière lorsqu'il est équilibré, de bâtir à long terme très facilement parce qu'il est solide, il est très relié au sol, etc. Et lorsqu'il est perturbé, bien évidemment, il va entraîner donc, par exemple, ça pourrait être une personne qui serait, par exemple, éprise par la lourdeur des choses. Hein, il y aurait toujours le désir quelque part de faire les choses trop parfaitement, il serait toujours pris par le détail, etc. Donc, ça serait un indice d'hypoactivité, ça, du bâtisseur. Alors, dans un cas comme celui-ci, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cette personne-là, justement, qui se trouve dans cet état d'hypoactivité-là, a donc, dans son champ énergétique, une énergie bâtisseur hypoactive. Donc, moi, je pourrais travailler dans son champ énergétique pour travailler sur le bâtisseur hypoactif. Donc, je pourrais travailler sur une facette de cette personne-là, très précise, qui aurait donc une structure de chakra, tout comme l'individu. Et je pourrais travailler sur cette énergie-là pour l'équilibrer et faire en sorte qu'elle soit plus en harmonie avec le partenaire. Donc, vous comprenez ici que j'appelle ça la multiconscience thérapie parce que justement, ça veut donc dire qu'on peut travailler sur plusieurs états de conscience d'une personne dans un travail intuitif et énergétique. Et c'est ça qui reflète un peu ce que la physique quantique appelle les potentiels virtuels. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur des multiples états de conscience qui ne sont pas intégrés les uns avec les autres et qui font qu'un individu n'est pas en harmonie avec lui-même. Donc, le travail va consister justement à favoriser une harmonisation de plus en plus importante pour qu'il y ait de plus en plus d'équilibre qui puisse se manifester. Alors ça, c'était pour la multiconscience thérapie. Un autre enseignement qui est proposé également, c'est la déprogrammation de la mémoire. Donc, j'ai déjà parlé de la déprogrammation. Donc, évidemment, la déprogrammation de la mémoire, c'est que dans cet enseignement-là, on va faire des voyages dans notre histoire personnelle, dans nos ancêtres, dans les mémoires d'autres vies, pour effectivement faire un voyage, pour constater que dans la multiconscience thérapie, on peut voyager dans toutes les époques de l'humanité entière, si on veut, pour évaluer la résonance qu'un individu peut avoir avec ces époques-là. Alors, ces résonances-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant qu'individu, je peux résonner avec une mémoire de la Rome antique, par exemple. Et si je résonne avec cette mémoire-là, ça veut donc dire qu'effectivement, cette mémoire-là a quelque chose à me transmettre, a quelque chose à me dire, et qui est en relation avec moi. C'est pas étranger à moi, c'est pas étonnant, c'est pas bizarre, c'est une logique, c'est une forme d'attraction. Et ça représente un peu cette notion de loi de l'attraction, justement. La loi de l'attraction, c'est qu'on dit souvent qu'on attire quelque part ce que l'on est. Alors, la loi d'attraction, c'est que si j'ai une programmation dans mon champ énergétique qui est complètement perturbée, ben c'est peut-être normal que j'attire à moi des trucs perturbés. Si je fais un travail sur moi pour me rendre de plus en plus en harmonie avec moi, pour être de plus en plus dans un état de syntonie avec qui je suis, c'est peut-être normal, effectivement, que je sois plus en accord avec moi et que les événements de la vie soient plus en accord avec moi aussi. Donc, vous comprendrez ici qu'il y a tout un travail qui est très intéressant à faire là-dessus. La déprogrammation de la mémoire nous permet donc de voyager dans l'univers mémoriel. Donc, ça rejoint pas juste notre histoire personnelle, nos ancêtres, mais ça rejoint même les mémoires d'autres vies. Donc, ça peut être très, très vaste comme travail. Et l'objectif, évidemment, c'est de toujours faire un travail pour se ramener à notre essence fondamentale. C'est ça la clé, en fin de compte, de ce travail-là. À mesure que je suis de plus en plus moi-même, je peux commencer à concevoir que je peux donc m'aligner à mon soi supérieur ou à mon âme. Ça veut donc dire que je peux me syntoniser à l'énergie spirituelle
qui m'anime et de pouvoir commencer à collaborer avec des guides. Les guides, c'est une expression lumineuse, pourrait-on dire, le plus possible. C'est ce qu'on va rechercher lorsqu'on fait un travail avec les guides. Alors, les guides sont une expression la plus lumineuse possible, la plus pure possible. Et tout le travail que je vais faire avec mon âme, d'aligner l'expression de mon âme, va être vraiment effectué dans le sens de la lumière aussi. Plus je fais un travail d'alignement avec mon être, plus je suis droit comme ceci, plus je suis capable de me synthétiser l'énergie spirituelle. Et moi, je suis en résonance avec les mémoires, justement, qu'elles soient d'autres vies, qu'elles soient associées à mes ancêtres, qu'elles soient associées à mon histoire personnelle, qu'elles soient en relation avec mon entourage. Je suis de plus en plus dans une position de verticalité qui fait que je suis de plus en plus capable de me synthétiser à cette voie spirituelle où je retrouve mon essence fondamentale. Donc, c'est un petit peu ça, en quelque sorte, l'objectif finalement ultime de l'enseignement que je propose, c'est d'être capable de retrouver cette position de verticalité dans laquelle je suis en harmonie avec cette expression spirituelle et je peux donc à ce moment-là vraiment être un grand voyageur dans l'univers subtil puisque je peux vraiment faire des voyages dans toutes les sphères que je viens de vous décrire, ce qui donc nous permet de vraiment faire un travail très très important sur soi-même. Puis évidemment, si on le fait sur quelqu'un d'autre, d'avoir les mêmes capacités de pouvoir faire un travail sur cette autre personne-là. Il y a également donc ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de l'intention et l'auto-coaching, évidemment, qui est proposé. Donc, l'auto-coaching, c'est être capable de s'auto-accompagner. Évidemment, le coaching, bien évidemment, c'est d'être capable d'accompagner un partenaire. Donc, dans ma formation, il existe deux formations, en fait. Il y a une formation qui est personnelle, qui va vraiment consister à faire un travail sur soi, puis une formation qui est plus professionnelle, qui va vraiment consister à faire un travail sur un partenaire. Donc, tous les volets que je viens de vous présenter représentent en quelque sorte le voyage que l'on va effectuer dans la formation personnelle. Alors, si vous voulez, je vais donc vous présenter un peu plus cette formation-là pour vous faire découvrir justement l'ensemble de ce qui est proposé. Alors là, je viens de vous présenter donc tous les volets de la formation personnelle plus spécifiquement. Et il y a des bonus qui sont associés à ça. Donc, c'est pas juste ça qui est proposé. Il y a donc cet enseignement-là que je viens de vous proposer, plus deux autres enseignements qui sont importants pour moi. Il y a la technique spirituelle favorisant la réalisation du soi. C'est donné par Josée Sylvestre, cet enseignement-là. C'est une collègue qui a donc qui est autorisée à enseigner le Kriya Yoga. C'est une autorisation qui nécessite donc un entraînement, un enseignement très très précis. Donc cette personne-là, cette autorisation-là, et elle est également coach de vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Donc c'est une personne qui est qui a bien intégré tout ça et qui propose donc un enseignement qui concerne donc justement la respiration yogique, le yoga intuitif et les mouvements libérateurs favorisant justement l'expression intuitive et les 7 types de méditation qui sont intéressantes pour justement favoriser aussi encore là le développement de l'intuition, mais également la présence à la lumière. La présence à la lumière, c'est de ne pas être dans une voie silencieuse, dans laquelle justement on apprend à explorer quelque part le calme, la tranquillité, la sérénité. Alors, c'est des aspects que je trouve important d'amener dans ma pratique, puisque ce sont des éléments qui ne sont pas enseignés comme tels. La respiration yogique est très intéressante, j'aime beaucoup, et je ne l'enseigne pas. Le mouvement, l'aspect corporel, mouvement, yoga intuitif, ça me paraissait important parce que le travail intuitif, finalement, est quelque chose qui est plus passif. On est plus dans une mode où on est plus en réceptivité. Je trouvais que c'était intéressant d'amener cette notion de mouvement. Et les 7 types de méditation, bien évidemment, c'est que tout être humain a envie de méditer, mais c'est pas tout être humain qui a envie de méditer d'une certaine façon. Donc, c'est de comprendre effectivement qu'il existe plusieurs méditations. Selon la typologie psychoénergétique des chakras, d'ailleurs, on arrive à reconnaître qu'on peut méditer d'une certaine façon plutôt qu'une autre. Donc, c'est un peu ça qui était proposé dans ce bonus-là. Et vous avez également pleine conscience intuitive, transformation et éveil, qui est le dernier enseignement pour la formation personnelle, qui propose justement une intégration des techniques acquises dans la vie quotidienne et de quelle façon qu'on peut justement amener des réflexions pour aller plus loin dans tout le travail intuitif et comment on peut justement bien utiliser ce qu'on appelle la pleine conscience intuitive, qui est donc d'être capable de vraiment bien comprendre à quelque part le voyage qu'on peut effectuer en soi pour se faire du bien, pour favoriser la transformation et l'éveil. Donc, c'est les deux grands enseignements qui vont être proposés en bonus également. Tous ces enseignements-là pour la formation personnelle sont proposés sur la forme web, sauf un week-end d'introduction, qui est le début de la formation, que vous pouvez faire en web ou que vous pouvez faire également en présence. Et cet enseignement-là en présence, ben, c'est un enseignement qui est d'une introduction qui vous enseigne donc les techniques de base, donc l'enracinement, la technique du projecteur de l'écran qui favorise le décollage intuitif. Vous avez également la déprogrammation à laquelle vous êtes introduit
et également les soins psycho-énergétiques d'auto-guérison et de guérison. Donc, vous avez vraiment une introduction pour soi et pour une autre personne dans l'introduction. Puis après ça, évidemment, quand vous êtes inscrit à la formation personnelle, vous allez plutôt à ce moment-là faire un travail personnel dans tous les autres modules d'enseignement. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous présenter concernant le bonus. Puis évidemment, ensuite, vous avez toujours cette formation-là, quelque chose d'assez rare, je pense, dans ce genre d'enseignement-là, qui est web. Vous avez donc un week-end d'introduction que vous pouvez suivre en présence ou web, et ou vous pourriez faire les deux également si vous êtes intéressé. Il n'y a pas de coût supplémentaire à ça. Vous avez un encadrement pédagogique et thérapeutique. Vous avez un accès aux enseignements préenregistrés de tous les modules. Donc, vous pouvez vraiment les reprendre, tant et son temps que vous sentez que vous ne les avez pas bien intégrés. Évidemment, il y a des webinaires, une fois par mois, qui vous permettent donc de répondre, je peux répondre à toutes vos questions à ce moment-là et évidemment vous conseiller aussi si vous avez des difficultés concernant la pratique. Et vous avez quelque chose de spécial, 12 mini-consultations de 30 minutes afin de vous assister dans votre vie personnelle. Ça veut donc dire que vous allez vraiment avoir à chaque mois une rencontre avec moi ou un de mes partenaires qui va pouvoir justement vous conseiller dans votre vie avec les techniques que vous avez acquises, mais aussi de vous conseiller si vous avez des difficultés ou des questionnements, des interrogations ou un désir effectivement d'expérimenter tout simplement cette pratique-là pour mieux comprendre de quelle façon qu'elle fonctionne. Et évidemment, ça va vous enrichir puisque ça va vous transmettre des informations sur votre vie afin de vous aligner, afin d'être de plus en plus en harmonie avec vous. Donc, c'est quand même très intéressant. Comme c'est un bel encadrement pédagogique et thérapeutique, c'est assez rare. Comme je disais, pour moi, c'est quelque chose que je trouvais formidable à proposer. Vous avez également une formation professionnelle de base. Alors, la formation personnelle que je viens de vous présenter, c'est une formation qui est complète en elle-même. Dans la formation professionnelle de base, vous avez exactement cette formation personnelle que je viens de vous décrire. Mais en plus de cela, vous avez 5 modules d'enseignement professionnel, des modules qui sont un peu plus longs que dans les formations personnelles. Donc, vous avez 5 modules, mais c'est quand même un peu plus costaud comme module. Chaque module sont un peu plus riches. Alors, vous avez donc dans chacun de ces modules-là, donc les pratiques personnelles, bien évidemment, mais vous avez un grand secteur pour la pratique professionnelle. Donc, dans cette formation de base, vous avez le travail, le décodage des chakras, la psychologie des chakras, la multiconscience thérapie que vous allez explorer sur vous-même, évidemment, sur un partenaire. Vous allez apprendre à le faire avec des gens du groupe, pour commencer. Puis après ça, évidemment, on va vous encourager à le faire avec des partenaires à l'extérieur. Vous allez pouvoir rencontrer physiquement, etc. Et évidemment, une supervision tout au long de la formation. Je vous encadre par des webinaires, bien évidemment, qui sont professionnels cette fois-ci, qui vous assurent justement encore là que vous puissiez vraiment bien cerner le développement de votre pratique. Vous avez également, à la fin de la formation, un stage intensif de 5 jours qui a lieu en présence. Donc, vous avez le week-end d'introduction que vous pouvez suivre en présence et à la fin, vous avez un stage intensif de 5 jours qui a pour objectif donc de reprendre tout ce qui a été vu dans l'enseignement web et de vraiment l'intégrer, de l'enraciner, de l'encadrer, de l'intégrer en vous pour que vous puissiez vraiment le maîtriser parfaitement. Et ensuite, vous avez une supervision qui vous est proposée. Donc, vous avez quelque chose de très, très complet, même si l'enseignement web peut des fois paraître un peu inaccessible pour certains de dire, ben, je me sens pas à l'aise avec ça. On a vraiment cherché à combiner les deux pour vous offrir des meilleures conditions possibles pour que votre entraînement, votre apprentissage soit le plus efficace possible. Alors, vous voyez donc les prix maintenant, bon, vous voyez ici, formation personnelle, c'est 995 € ou dollars. Alors, c'est au minimum plus de 2000 € de valeur, c'est réel. Et je dis minimum parce que j'ai mis des prix assez bas. Je sais que sur Internet, maintenant, ce genre de concept-là, on gonfle des prix d'une façon assez incroyable. Mais moi, j'étais très, très sobre dans les prix. Donc, c'est au minimum plus de 2000 € pour cette formation-là. Et ça inclut donc tout ce que je vais présenter. Pour la formation professionnelle, c'est 1995 € ou dollars. Et ça inclut encore là tout ce que je vous ai présenté. Et ça a une valeur d'à peu près de 4500 € ou dollars selon le cas. Vous avez des modalités de paiement de 1, 3, 6, 12 paiements et une garantie de 30 jours. Donc, vous êtes remboursé si vous n'êtes pas satisfait ou si ça ne convient pas à ce que vous souhaitiez après les 30 jours. Donc, voilà. Je vous ai lancé cela peut-être un peu rapidement. J'espère que non. N'hésitez pas si vous avez des questions maintenant. Je me propose de vous répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la conférence, évidemment, sur l'enseignement, sur des questionnements que vous pourriez avoir. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, je ne sais pas si c'est par le chat que vous avez posé vos questions. Je présume que oui. Donc voilà, je viens d'avoir une question, un commentaire du moins. Alors, c'est Pascal qui dit « Merci. Je viens d'entendre ce qui me parle le plus de tout ce que j'ai pu entendre
toutes ces dernières années. Vous venez de donner des explications physiques à ma pratique de thérapie, de me donner vraiment confiance dans tous les outils qui se sont ajoutés au fil du temps de ma pratique. Je comprends mieux pourquoi les soins se passent comme ils se passent. Merci beaucoup. Mais évidemment, c'est ça. C'est que un des grands problèmes dans le monde subtil, dans le monde énergétique, dans le monde intuitif, c'est qu'on est... J'ai souvent rencontré ce genre de commentaires-là. Je remercie Pascal pour le commentaire qui est très gentil. C'est qu'on se retrouve souvent dans une démarche intuitive avec on se trouve dans les livres, par exemple, un certain nombre de savoirs qui est donné. On entend des gens qui nous parlent de choses et souvent, on va sombrer dans des explications qui ne sont pas satisfaisantes. Et puis moi, c'était une des choses qui m'a le plus dérangé dans cette démarche-là, c'est de me retrouver avec des gens qui me disaient des choses un peu hurluberlues quelquefois, sans être méchant. Hein. C'est simplement que je constatais qu'ils me racontaient des trucs et je me sentais pas à l'aise avec ce qu'ils racontaient parce que c'était vraiment, ils allaient chercher ça, je ne sais pas trop où. Et puis moi, mon souhait, c'était de vraiment pas être ésotérique, pas être inaccessible, mais au contraire, rendre ça inaccessible, parce que quand on comprend, on peut rendre ça accessible. Et moi, mon objectif, c'était vraiment de comprendre les processus intuitifs, comprendre les processus de guérison, pour amener justement une compréhension de plus en plus riche et de plus en plus complète dans la démarche. C'était vraiment mon objectif que j'ai cherché à vouloir mettre en place. Et d'ailleurs, les livres que j'ai écrits ont un peu tous ces objectifs-là, de chercher à démystifier, de chercher à expliquer aussi comment ça fonctionne, sans chercher à cacher quoi que ce soit, en vraiment mettre en évidence que c'est une méthode qui est vraiment enfantine, pourrait-on dire, parce que quand on commence dans ce travail-là, le défi, c'est de renouer contact avec l'enfance, de renouer contact avec cette capacité de croire à la magie de l'imaginaire. Parce que reconnaître que l'imaginaire nous permet de voyager d'une façon illimitée, c'est quelque chose qui appartient à l'enfance. Un adulte va toujours nous dire, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Et je pense que c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est quand on se donne cette permission-là de reconnaître que oui, c'est possible de voyager et que c'est possible d'accéder à ces univers-là et d'en découvrir la sagesse et l'intelligence et d'être capable de développer ces habiletés-là d'une façon de plus en plus importante. Je pense que c'est assez intéressant et on sait maintenant de plus en plus, par exemple, que des gens qui vont, lorsqu'ils un soignant à distance, hein, par exemple, on peut maintenant, c'était mesuré et qu'on pouvait, par exemple, très clairement avoir des influences sur des plantes, des influences sur des organismes qu'on dit pas vivants, entre guillemets, mais qu'on reconnaît de plus en plus que c'est faux. Hein. Et on peut donc, simplement par l'intention, par la pensée, hein, par la capacité imaginaire, justement, de se synthétiser à une plante, de pouvoir avoir une action sur elle et de pouvoir augmenter sa croissance à plusieurs fois hein, que la normale. Donc, vous voyez qu'il y a plein de... On est en train de s'ouvrir un nouveau monde actuellement. Il ne faut pas se leurrer. Et ce nouveau monde-là, quelque part, c'est certain que l'aspect intuitif, plus on va le comprendre, plus on va être capable de l'utiliser dans ce nouveau monde-là, puisque c'est certain que, à mon sens, l'intuition va devenir un langage naturel et normal dans peu de temps. Alors, pour moi, c'est essentiel, ça doit aller dans cette direction-là. Ça me paraît tout à fait normal. À l'ère du téléphone cellulaire, puis de l'Internet et tout ça, c'est normal qu'on soit capable de reconnaître qu'en tant qu'être humain, on puisse justement à peu près faire la même chose. Évidemment, à des degrés différents, puis d'une façon différente. Mais on peut voyager de la même façon et c'est ça qui est intéressant de se rappeler maintenant. On peut le faire. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions sur ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui ou encore là d'autres questions, d'autres commentaires. C'est pas un souci, n'hésitez pas, c'est quelques questions que ce soit. Il n'y a aucune mauvaise question en passant. Donc, et moi, je suis là pour vous répondre si vous êtes intéressé. Donc, je pense que Françoise va vous faire parvenir un document qui va vous présenter, si vous êtes intéressé, une série de 4 conférences gratuites qui va vous permettre justement de poursuivre votre compréhension, votre volonté en tous les cas d'aller plus loin dans la démarche, si cela vous intéresse. Et puis évidemment, il y aura également donc des conférences qui vous présentent carrément la formation personnelle et la formation professionnelle, si cela vous dit. Et vous avez des documents qui vous donnent accès donc à une meilleure compréhension du programme et tout ça. Et puis évidemment, vous pouvez communiquer avec moi. Il y a Pascal qui me dit « Cet imaginaire qui permet d'accéder à cette intuition me perturbe au quotidien, car mon imaginaire se manifeste non-stop par une multitude d'idées, de créations, de pensées que je n'ai pas le temps ou le déblocage pour les mettre en pratique. Comment calmer cela? » Alors ça, c'est une question que j'aime bien, parce qu'elle me permet donc... je comprends parfaitement Pascal, parce que c'est certain que quand on est un intuitif, ou quand on a les antennes un petit peu trop ouvertes dans les univers supérieurs, les chakras supérieurs, pourrait-on dire, bien évidemment, on se retrouve dans une position où on est absorbé par les signaux. On a plein d'idées, on est constamment perturbé, par exemple, par la manifestation de tous ces potentiels, pourrait-on dire.
Alors, tous ces potentiels-là, évidemment, le jugement, pourrait-on dire, l'adulte en nous, doit un jour ou l'autre reconnaître qu'effectivement, on ne peut pas prendre toutes ces idées-là et en faire quelque chose. Donc, la maturité exige qu'un jour ou l'autre, on soit capable de reconnaître qu'il y a une idée, par exemple, qu'on peut prendre et qu'on va pouvoir développer. Alors, ce que Pascal décrit dans la typologie que j'ai développée, c'est le créateur. Le créateur, c'est le chakra de la gorge, qui lui se retrouve dans une position que lorsqu'il est hyperactif, il est constamment en réceptivité de projets, d'idées, de possibilités, etc. Donc, s'il n'est pas capable de descendre son énergie dans l'enracinement, donc dans la relation avec la Terre, suffisamment, il va se trouver constamment prisonnier, pourrait-on dire, d'un million de projets qu'il ne pourra jamais réaliser, parce qu'un million de projets ne pourra jamais être réalisable. Donc, c'est certain, quelque part, que l'enracinement va être un élément clé. Ça, c'est une première chose. Le deuxième élément clé, c'est la cohérence cardiaque, qui va être un autre élément clé, donc le travail au niveau du cœur. Et le troisième élément qui va être important, c'est la méditation. La méditation nous enseigne justement à ne plus se laisser envahir par le mental. Parce que le mental, puis la quatrième chose que je dirais, c'est que le décodage intuitif pourrait nous permettre de comprendre la raison d'être de cette activité-là, puisque l'hyperactivité n'est pas un état normal. L'hyperactivité, c'est un état où on dépense de l'énergie fortement. Donc, dans ce cas-ci, au niveau créatif, on a une espèce de suralimentation des potentiels et on sait qu'on vit dans un monde terrestre. Donc, les potentiels, c'est une belle chose. Mais si on est tout le temps dans le potentiel et qu'on n'arrive rien à faire dans le monde terrestre, bon, on devient virtuel en quelque sorte, ce qui n'est pas naturel pour l'être humain. Donc, moi, je dirais que c'est tout ça un petit peu que je regarderais par rapport à cet aspect-là. La méditation, l'enracinement, qui est une forme de méditation aussi, la cohérence cardiaque, et certainement que le décodage intuitif pour aller chercher de l'information sur cette raison de cette agitation-là serait intéressante. Parce que quand on a peur, quand on a plein d'idées comme ça, des fois on peut avoir peur de s'enraciner et de se matérialiser, de reconnaître quelque part qu'on a le pouvoir d'assumer qui on est, d'assumer nos idées et de se matérialiser dans le monde terrestre. Donc, il y a quelque chose, sans doute une voie à suivre là-dessus, une piste en tout cas peut-être pour vous, Pascal, à ce niveau-là. Donc, je vous remercie pour la question, c'était une bonne question, bien intéressante. Alors, évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, n'hésitez pas, parce que moi, je vais bientôt clore la conférence, si vous voulez bien. Bon, alors Pascal me dit votre réponse me parle beaucoup, merci, donc tant mieux, ça me fait plaisir Pascal. Alors donc voilà, alors c'était, donc j'espère que vous avez apprécié cette tentative que j'ai eue de vous présenter l'intuition et la thérapie quantique, de vous faire valoir justement que l'intuition est certainement beaucoup moins ésotérique que celle-là a été, puisque maintenant le modèle de la quantique nous explique vraiment beaucoup de choses, et là je n'ai pas tout exprimé, donc il y a beaucoup de choses qui sont comprises maintenant par la thérapie quantique. Donc, on comprend effectivement qu'un intervenant intuitif, lorsqu'il fait un travail sur lui-même ou sur un partenaire, est capable donc de vraiment être en interaction avec cette relation justement cellulaire, hein, de la bioluminosité que notre corps émet, et donc de favoriser un travail pour amener justement une transformation dans notre être pour que l'éveil justement prenne forme, pour qu'on devienne de plus en plus éveillé. Ce qui veut dire quoi, plus éveillé? Mais simplement plus conscient qu'on est un être de lumière et que cet être de lumière, plus il est lumineux, mais plus il est éveillé, plus il est capable de se syntoniser à cette énergie universelle que l'univers nous propose tant. Donc voilà. Alors moi, je vous invite donc à cette lumière, à l'expérimenter. Si vous avez envie, évidemment, vous pouvez je pense que d'ailleurs François l'a mentionné, mais je le mentionne, vous pouvez un peu plus approfondir l'aspect pratique avec le module 1 de la formation. D'ailleurs, vous regardez le lien que François vous a envoyé à ce sujet-là. Vous pouvez donc accéder au module 1 qui est une introduction à l'enseignement. C'est une première étape, mais quand même, vous allez pouvoir expérimenter l'enracinement, découvrir un petit peu quelles sont les techniques de décodage, très sommairement, mais quand même, ça vous donne un premier pas si cela vous dit, si cela vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie Marie-Hélène, je remercie Gisèle, Pascal pour leurs bons mots. Et j'espère évidemment donc à très bientôt pour une suite, si cela vous intéresse. Donc le lien